Bonjour à vous. Merci de prendre le temps d'être ici, aujourd'hui. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est probablement que vous vivez ou avez vécu une situation de trahison dans votre couple. Peut-être que vous cherchez à comprendre ce qui vous arrive. Ou peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, tiraillé entre le désir de partir et celui de reconstruire. Ce que je vais vous partager ici n'est pas une recette miracle. Il n'existe pas de formule magique pour effacer une trahison. Mais avec mes 20 années d'accompagnement en thérapie de couple, j'ai vu, encore et encore, qu'un chemin de réparation est possible, lent, exigeant, mais profondément transformateur. Nous allons parler ici, avec sincérité et respect, de ce qu'est la trahison, de ce qu'elle provoque, et surtout de la manière dont on peut reconstruire la confiance, si tel est le choix que vous faites. La trahison, dans un couple, peut prendre plusieurs visages. Il y a l'infidélité, bien sûr, celle qui frappe fort et brutalement, mais aussi les mensonges, les secrets, les promesses non tenues, les silences pleins de ce qui aurait dû être dit. Ce qui rend la trahison si douloureuse, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, mais ce qu'il vient toucher en profondeur. La sécurité. C'est ce sentiment profond que l'on a en soi. Tu es là pour moi, je peux te faire confiance. Quand cela est brisé, ce n'est pas seulement le lien amoureux qui est touché, c'est l'identité de chacun dans la relation. La personne trahie vit souvent un séisme intérieur. Choc, colère, tristesse, humiliation, confusion. Elle se demande « Comment as-tu pu ?» Mais aussi « Comment ai-je pu ne pas voir ?» Il y a une blessure narcissique, parfois une remise en question totale de soi. Et de l'autre côté, la personne qui a trahi vit aussi quelque chose. Elle peut ressentir de la culpabilité, de la honte, parfois même du soulagement, si un secret longtemps gardé est enfin révélé. Certains s'effondrent. D'autres fuient. Comprendre que cette blessure concerne deux personnes, pas dans la responsabilité de l'acte, mais dans la souffrance, est déjà un pas vers la reconstruction. Les jours, les semaines, parfois les mois qui suivent la découverte de la trahison, sont marqués par le chaos émotionnel. On pleure, on crie, on veut comprendre, et puis parfois, on s'effondre en silence. Ce tumulte est normal. La première étape, ici, n'est pas de réparer. C'est d'accueillir. Accueillir ce qui vient. Laisser la douleur s'exprimer. Nommer les émotions, les ressentis, sans chercher à les contrôler ou à les rationaliser trop vite. Pour la personne trahie, cela veut dire s'autoriser à être en colère, à être triste, à être perdu. Pour la personne qui a trahi, cela signifie écouter, même si c'est inconfortable. Ne pas se défendre tout de suite. Ne pas chercher à justifier. Juste entendre. C'est un moment très fragile. Et pourtant, il est précieux. Parce que c'est là que les vérités profondes peuvent commencer à émerger. C'est une question que l'on me pose très souvent, est-ce que je dois rester? Et ma réponse est toujours la même, ce n'est pas à moi de décider, c'est à vous de ressentir. Mais il y a des éléments à considérer. D'abord, est-ce que la personne qui a trahi reconnaît pleinement ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est prête à s'engager dans un processus de réparation? Est-ce que vous, la personne blessée, sentez qu'au fond de vous, vous avez encore envie de tenter quelque chose? Attention aux fausses raisons de rester. La peur de la solitude, le regard des autres, les enfants. Et attention aussi aux fausses raisons de partir. L'orgueil blessé, le besoin de punir. Parfois, il faut du temps pour savoir. Et parfois, une aide extérieure, un thérapeute neutre, est nécessaire pour y voir plus clair. L'essentiel, c'est que la décision vienne d'un espace de lucidité, pas seulement de souffrance. Si vous choisissez de reconstruire, alors un nouveau chemin commence. Une question cruciale se pose. Comment on s'y prend? Et là, j'aime utiliser cette image. C'est comme si vous décidiez de rebâtir une maison qui s'est effondrée. Il ne suffit pas de remettre des rideaux. Il faut creuser, refaire les fondations et poser pierre après pierre. La toute première pierre, c'est l'engagement sincère de la personne qui a trahi. Et j'insiste ici, pas un engagement en parole, pas des « je t'aime » jetés dans le vide, mais un engagement incarné. Ça veut dire
je prends la responsabilité de ce que j'ai fait. Je ne cherche pas à minimiser, ni à inverser la culpabilité. Je comprends que ton monde s'est écroulé, et je suis prêt, patiemment, à te tendre la main autant de fois qu'il le faudra. Mais reconstruire la confiance, ce n'est pas simplement répondre aux questions. C'est aussi créer un climat de transparence sans tomber dans le piège du récit malsain. La personne blessée a besoin de savoir, oui, mais pas tout, dans les moindres détails. Ce serait destructeur. Elle a besoin de la vérité utile, celle qui permet de donner du sens. Et là encore, c'est un dialogue. Une co-construction. Ensuite, il faut poser de nouvelles règles. Repartir comme avant, c'est l'échec assuré. Parce que ce avant, c'est ce qui a permis la trahison. Alors, on redéfinit, ensemble, ce qu'on attend l'un de l'autre. Ce qu'on considère comme acceptable, ce qui blesse, ce qui rassure. On construit un nouveau contrat, pas juridique, mais émotionnel. Et on s'engage à le respecter. C'est lent. C'est exigeant. Mais c'est possible. Le pardon est un mot piégé. Beaucoup de personnes croient que pardonner, c'est oublier ou excuser. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le mot pardon, il déclenche souvent des réactions très vives. Certaines personnes me disent « je ne pourrai jamais pardonner ». D'autres me disent « je veux pardonner vite pour tourner la page ». Et ma réponse, elle est toujours la même. Le pardon, ce n'est pas une obligation, ni un objectif immédiat. C'est un processus. Et surtout, c'est une liberté. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé est normal. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. C'est décider, un jour, de ne plus laisser cette blessure piloter votre cœur. Mais attention. Le pardon ne doit jamais venir au détriment de soi. Je vois trop souvent des personnes blessées qui se forcent à pardonner parce qu'elles ont peur de perdre l'autre. Et elles s'oublient. Elles taisent leur douleur. Elles étouffent leur colère. Ce n'est pas du pardon, ça. C'est de la survie. Le vrai pardon, lui, il commence par une reconnaissance. Il dit « Oui, j'ai été trahi. Oui, ça m'a blessé. Et je choisis, à mon rythme, de libérer mon cœur de cette rancune parce que je mérite d'être en paix. » Et parfois, ce pardon ne peut se donner que bien après la réconciliation. Parfois même, il se donne hors de la relation. Et c'est d'accord. La clé ici, c'est de respecter le rythme de chacun. Celui qui a trahi ne peut pas exiger le pardon. Il peut simplement le mériter par sa constance, son écoute, sa transformation. Et parfois, ce mérite-là vaut plus que 1000 mots. Quand la confiance a été brisée, le couple entre dans une zone d'instabilité. Tout est remis en cause. Chaque silence devient suspect. Chaque minute de retard fait battre le cœur plus fort. C'est une insécurité permanente. Alors, la reconstruction passe obligatoirement par la recréation d'un lien de sécurité. La sécurité, c'est ce sentiment profond de pouvoir compter sur l'autre. De pouvoir lui parler sans craindre d'être jugé. De pouvoir être soi, vulnérable, sans peur de la blessure. Et cela se bâtit dans les petits gestes. Dans le fait de répondre quand on dit qu'on va répondre. D'être là. D'être transparent sur son emploi du temps. Pas pour être surveillé, mais pour être fiable. Et bien sûr, tout ça passe par une communication renouvelée. On ne parle plus comme avant. On parle vrai. On dit « je ressens » au lieu de « tu fais toujours ». On dit « j'ai peur » au lieu de « tu mens encore ». Et surtout, on s'écoute. Vraiment. Pas pour répondre. Pas pour se défendre. On écoute pour comprendre l'émotion de l'autre, même si elle nous blesse. Et dans cette écoute, dans cette lenteur, quelque chose de nouveau se tisse. Une intimité différente. Plus mature. Je recommande souvent aux couples de créer des petits rituels de reconnexion. Un dîner sans téléphone. Une promenade sans agenda. Un moment du soir pour se demander « Comment tu vas, toi, vraiment ?» Parce que c'est là, dans ces instants simples, que la sécurité revient. Et enfin, il y a cette question essentielle. Que devient l'amour après une trahison ?
Est-ce qu'il peut vraiment revenir? Est-ce qu'on peut aimer encore quelqu'un qui nous a blessés? Est-ce qu'on peut encore être digne d'amour quand on a trahi? Et ma réponse, elle est profondément oui. Mais pas de la même manière. La confiance retrouvée n'est pas une copie de celle d'avant. Elle est plus fragile, au début, mais aussi plus lucide, plus vraie. Avant la trahison, on aime souvent de manière un peu idéalisée. On croit que l'amour va tout régler. Qu'il suffit d'aimer pour que tout aille bien. Mais après, on sait. On sait que l'autre peut nous blesser. Qu'il n'y a pas d'amour sans responsabilité. Et qu'aimer, ce n'est pas fermer les yeux. C'est les garder grands ouverts et choisir quand même. Et pour certains couples, c'est une renaissance. Pas une revanche, pas une réparation, mais une autre forme d'union fondée sur le vrai. Parce qu'on s'est dit les choses. Parce qu'on a vu les failles. Parce qu'on a traversé l'ombre ensemble. Et cette forme d'amour-là, elle est plus ancrée. Moins flamboyante parfois, mais plus enracinée dans le réel. Et peut-être plus durable. Reconstruire la confiance après une trahison. Ce n'est pas revenir à ce qu'on était. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est avancer autrement. C'est choisir de marcher ensemble, sur un terrain bouleversé, sans carte, sans certitude, mais avec cette force intérieure qui dit « Je veux croire qu'un autre chemin est possible ». Oui, ce chemin est exigeant. Il peut qu'être long. Il peut être semé de doutes, de silences, de rechutes. On avance parfois à tâtons, dans le brouillard, sans savoir si on arrivera quelque part. Mais chaque pas que vous faites, chaque mot que vous osez dire, chaque larme que vous accueillez, chaque main que vous tendez, est déjà une victoire. Car reconstruire, c'est un acte de courage. Un acte de foi. Une décision d'amour mature. Cela demande du temps. Cela demande des efforts, oui. Mais plus que tout, cela demande une bienveillance radicale envers vous-même et envers l'autre. Et je veux vous dire ceci, avec toute mon expérience et toute mon humanité. Vous n'avez pas à porter ça seul. Personne ne devrait l'avoir à traverser une blessure aussi profonde, en silence. Alors, parlez. Cherchez du soutien. Faites appel à un thérapeute, un groupe, une voix amie. Ne restez pas seul dans cette traversée. Parce que parfois, ce qui est brisé, quand on choisit de le réparer ensemble, avec attention, avec amour, devient plus fort que ce qui ne s'est jamais fêlé. Et si vous êtes là, aujourd'hui, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en vous croit encore que c'est possible. Et ça, c'est déjà le début de la reconstruction. Et si votre couple peut encore respirer, même doucement, même fragilement, alors, prenez soin de lui aussi. Parce que parfois, l'amour vrai commence là où tout semblait fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser des commentaires. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo.